Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville, et but d'Archeville. Attention à cette remise. Regardez, le but exceptionnel de Benrahma. Un dégage. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Briel et l'égalisation Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Martin Waris. Le voilà, le ballon de Martin Waris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface. Frappe de Bozog et deuxième but. Deuxième but. Avec Bourseau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la taverne après une deuxième victoire consécutive du FC Lorient. Ce n'était plus arrivé depuis 1973. On va pouvoir discuter de ces deux matchs très contrastés. Victoire au Parc contre le PSG, 3-1. Victoire au Moustoir dans le derby, 2-1 contre Brest. On va parler de tout ça avec Pierrot. Salut mon Pierrot. Salut. Et avec Raphaël Lecor. Salut Raph. Salut à tout le monde. Bon, deux matchs que je disais en intro, un peu contrastés. On a vu une très grosse domination, une très grosse maîtrise dans le jeu face au PSG, Raph. Contre Brest, ça a été plus compliqué. Ouais, face au Paris Saint-Germain, je trouve c'était peut-être le match le plus abouti sur les attaques placées, puisqu'on a vu 2 jolis buts se concrétiser après deux longues séquences de possession. Donc ça, c'était vraiment à mettre dans la case positive du coup de cette rencontre. On s'est aussi bien protégé face au Paris Saint-Germain, notamment avec un carton rouge, donc on a joué en supériorité numérique, mais même avant cela, je trouve qu'on a super bien démarré la rencontre avec un système qui était assez intéressant et qui fonctionnait bien face à l'adversaire parisien. Donc ouais, je pense que c'est peut-être le match le plus abouti sur ces phases de possession. On remontait la balle très lentement avec des séquences de passes, etc. Ça combinait bien. Et on avait ces phases d'accélération aux abords de la surface qui ont été assez tranchantes. Donc, et je pense que c'est globalement aussi... je crois que c'est le match où le FC Lorient se procure le plus d'occasions nettes en X-goals. Bon, ça c'est voilà petite stat, mais c'est quand même à mettre en avant parce que c'est assez rare d'avoir autant d'occasions et de bien les finir. Et puis on a plutôt bien défendu, je trouve, également dans ce système. On a subi un petit peu sur certaines phases, mais ça a été honnête. Donc, et oui, et face à Brest, en fait, globalement, efficacité maximale, mais on n'a pas forcément retrouvé l'ensemble des ingrédients qu'on avait pu voir au Parc. Donc je pense qu'on en parlera plus en détail dans quelques instants. Pierrot, sur le match du PSG, il y a 2 questions que je veux te poser. La première, c'est est-ce que tu as été surpris de trouver la fin de la roue libre au Parc ? Non, parce que comme chaque année, quand on joue le PSG, il y a 90% des joueurs qui sont sur le terrain qui ont envie de se montrer et qui se montrent très bien à chaque fois. Mais bon, pour refaire les mêmes matchs contre Toulouse et Auxerre les semaines d'avant, il n'y avait plus personne, quoi. Et c'est sur des matchs comme ça que j'aimerais bien voir l'équipe un peu hargneuse et ne pas attendre à chaque fois, chaque année, le PSG pour commencer à jouer. Parce que tu peux me dire que d'une semaine à l'autre, tout a été révolutionné entre Toulouse et Paris. C'est plutôt frustrant, quoi. Tu te dis contre Toulouse, tu hausses un peu ton niveau de jeu, tu le gagnes, je pense, honnêtement. Et Paris, la semaine d'après, tu fais un super match contre Paris, t'as tout qui réussit. C'est hyper frustrant parce que tu
tu pourrais avoir plus de résultats, je pense, avec cet effectif-là et avec un peu plus d'envie, quoi. Raph. Ouais, après, pour moi, il y a deux choses très importantes qui sont à comparer entre les deux rencontres, entre Brest et Paris. Déjà, Paris n'a pas pressé, quasiment pas. Enfin, le pressing était quasi inexistant. Ils ont vraiment été très mauvais sur ce compartiment-là. Donc, ça nous a permis aussi de développer notre jeu en attaque placée. Et le deuxième point, c'est que Paris a joué au sol, comme à son habitude, hein, jeu à ras de terre, etc. Alors que Brest a vraiment utilisé le jeu long aussi pour essayer de nous mettre en difficulté. Donc c'était vraiment deux adversités totalement différentes. Donc je ne sais pas si on peut vraiment comparer ces deux matchs. Moi j'ai vu quand même les deux équipes assez mobilisées sur les deux rencontres. Après voilà, Paris plus Derby, je peux comprendre que si là on se sort pas un petit peu les doigts, c'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre. Mais j'ai trouvé en tout cas que sur les deux rencontres avec un système et une philosophie de jeu assez différente, on a répondu avec deux manières différentes aussi de jouer les rencontres. Donc j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Pierrot, sur PSG Lorient, on va rester un petit peu sur ce match-là. Il y a eu 2 buts qui ont marqué les suiveurs. Il y a une possession de 1 minute 30 du FCL avec un but d'Enzo Lefebvre. Et puis il y a un but qui fait le tour du monde, c'est un but de raccro de Kylian Mbappé. On va se concentrer là-dessus. Le but d'Mbappé, c'est la faute à qui? L'arbitre? C'est la faute à Vogo? C'est la faute à Mbappé? C'est surtout un manque d'attention flagrant dans un moment où tu dois pas faire des fautes un peu à la con. Après, sur les images, il fait le geste, mais il siffle pas, donc ça peut être, tu peux interpréter ça aussi. Après, mine de rien, après avoir revu un peu le match, c'était un moment où on était quand même moins bien et ça nous a bien, ce but de raccro nous a bien reboosté derrière. C'était peut-être un mal pour un bien, mais l'attitude d'Mbappé, ok, tu mets un but, ok, tu joues avec le règlement et tout. Il n'y a rien à dire et tout. Par contre, la célébration finale de Coupe du Monde derrière, redescend un peu, garçon. Raph, le deuxième but qui est plus intéressant, c'est le deuxième dans notre ordre ici du podcast, mais le premier dans l'ordre chronologique, c'est ce but d'Enzo Lefebvre, l'ouverture du score après une situation qui dure 1 minute 30, je pense. Ouais, ça part de l'arrière, ça combine bien à gauche, puis après ça revient à droite, et c'était une accélération de Fèvre, du coup aux abords de la surface qui arrive à faire la différence et à servir le fait quasiment au point de pénalty. Donc je sais pas si peut-être que tous les joueurs la touchent, je pense peut-être pas tous les joueurs, mais en tout cas ça fait un beau nombre de passes mais je dirais regardez aussi l'action, c'est super joli, c'est super beau, ça fait de belles images, mais concrètement le Paris Saint-Germain sur cette séquence-là, il trottine, il se replie, il nous agresse que sur les 3 dernières séquences. Donc après voilà, ça fait plaisir quand même de mettre un but comme ça au parc, mais je pense vraiment que le PSG était pas au taquet sur ce genre de séquence. Après, je trouve qu'on met souvent le premier but en avant. Je trouve que le deuxième, il est tout aussi intéressant. De Darlin. Ouais, parce qu'en vrai, il est un peu plus disputé côté Paris. Et je trouve que on n'en parle pas assez. Donc, et finalement, c'est un peu la même logique avec une action qui s'enclenche côté droit. Du coup, pour finir à gauche. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça amène à un remplacement du coup côté Paris sur la défense gauche. Mais non, enfin, franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Après, voilà, encore une fois, la pression sur le porteur a été moins intensive du coup parce que réduit à 10 sur le deuxième notamment. Moi, j'aimerais bien revoir ça. On l'a tenté en début de saison, à la fin de notre séquence de plusieurs victoires. Il y a eu des tentatives aussi de phase de possession, etc. Mais on a encore du mal à faire ça de manière prononcée pendant une grosse partie du match face à un adversaire qui presse. Donc assez intéressant, ça fait de belles images encore une fois et c'est cool de voir ça, mais on essaiera je pense que le coach va essayer de développer ça encore sur les 4 derniers matchs pour voir si ça peut être une arme offensive.
Alors justement, tu mentionnais le fait que le PSG a pas vraiment pressé. On peut quand même le reconnaître et se dire qu'ils nous ont facilité le match. Au contraire de Brest ce dimanche, qui a mis une très très grosse pression, très haute. Moi, ça m'a un peu fait penser au plan de jeu qu'avait Marseille contre nous au match aller, où ils ont décidé de presser très haut et couper tout de suite nos relances. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'a fait Brest. Alors, avec moins de réussite, évidemment, mais Raph, on a trouvé cette volonté d'aller chercher très très haut les Lorientais. Ouais, bah, gêner la ressortie. Donc, de toute façon, je pense que n'importe quel coach aujourd'hui qui regarde un petit peu le FCL sait que ça va être l'objectif numéro un. Si tu coupes notre relance derrière, bah, en fait, on va être obligé de jouer à mi-distance ou jouer long, et derrière, on perd assez rapidement le ballon sur ce genre de jeu. Donc, si tu coupes ça, tu as t'as à peu près réglé une clé du match. Après, évidemment, se presser et se mettre haut comme ça sur le terrain, c'est aussi prendre des risques, parce que si ça passe, bah, derrière, tu es tout de suite en déséquilibre, avec des séquences où en fait tu vas avoir déjà beaucoup de joueurs battus. Mais oui, ça a bien fonctionné. Je pense que sur les 20 premières minutes, Brest est vraiment bien rentré dans son match et nous met vraiment en difficulté, se procure quelques occasions, alors que nous, on est clairement inefficace. Inefficace au milieu, inefficace devant, on a très peu de situations, voire pas de situations. Et il y a un autre schéma aussi, c'est que du coup, on a essayé aussi de les gêner sur leur transition offensive, de les presser aussi de notre côté. Mais eux, ils ont utilisé le jeu long, avec notamment Mounier, qui était souvent ciblé. Et là, il y a une très bonne réponse de Talbi dans le domaine aérien pour essayer de contrecarrer, on va dire, les premiers ballons et les seconds ballons. Donc là-dessus, et je crois que le Brise le disait en conférence d'après-match, ils savaient qu'ils allaient être attendus sur ce domaine-là. Et pour le coup, on a plutôt répondu présent dans les duels aériens. Donc voilà, je pense que c'était vraiment les deux grosses clés du match. Et derrière, en fait, je pense qu'il y a la troisième composante, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que bah, tu as une première occasion, tu la mets au fond. Concrètement, je pense que les Brestois s'en sont pas forcément remis, et bis repetita derrière. Donc, à part ce penalty qui les remet en selle, je sais même pas si. Je sais même pas si. Il y a un poteau, hein. Oui, mais il y a le poteau. poteau, parce qu'il y a oui, alors la barre, Quand même. la barre est pas très. Non, mais la barre est pas très dangereuse à mon sens, mais le poteau l'est tout à fait. Après, il y a une séquence, enfin, il y a une physionomie de rencontre qui du coup fait que ça va vers ça, puisque du coup le penalty remet aussi Brest un petit peu dans la rencontre. Quand on regarde, quand il y a 2-0 et que juste avant le penalty, je dirais pas qu'il y a un temps fort de Lorient, mais disons que le match est un peu plus équilibré. C'est vraiment le penalty qui, du coup, nous fait redescendre d'un cran et commencer à se mettre dans d'autres dispositions psychologiques. Mais après, voilà, Brest a été plus dangereux sur l'ensemble de la rencontre que Lorient. Ça, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il y aurait pu avoir un autre résultat, et ce serait pas volé pour les Brestois. Et moi, ce qui m'a dérangé le plus, finalement, c'est de voir assez peu de contenu qu'on a pu voir à Paris. Après, voilà, encore une fois, c'est difficile de comparer les deux rencontres, parce que c'est vraiment deux matchs différents. Mais il y a presque un match d'entraînement, quoi. Il y a presque un match d'entraînement, un match amical de pré-saison. Enfin, quand tu vois le PSG, ce qu'ils ont proposé, ils n'ont rien proposé, quoi. C'est vraiment, c'était pas un match de Ligue 1, quoi, pour eux. Et Brest, ils sont venus, ils jouent c'est le derby, mais ils jouent surtout leur maintien. Et ils ont bien analysé l'adversaire. Voilà, là, tu avais une vraie opposition, quoi. Bah, Paris, ça reste toujours dangereux quand ils attaquent. Parce que. Non, mais quand même. Oui, d'accord. Mais par contre, c'est sur leur phase défensive où ils nous laissaient progresser de manière abusée. C'est surtout ça. Donc, je trouve que c'était plus un sparring partner où on se rodait offensivement. Eux et nous, en fait. Ça, je suis d'accord. Ouais. Pierrot, la lumière est venue de Koné, pour paraphraser Thierry Gilardi. La lumière est venue de Koné, doublé de Koné. Régis avait mis Bamba Dieng sur le banc depuis quelques matchs. Est-ce que ça vient valider la décision de Régis? Est-ce que Koné va être notre numéro 9 jusqu'à la fin de saison? Bah, en toute logique, oui. Si, il le prouve toujours. Deux buts Mofiesque un petit peu, non? Oui, mais de toute façon, Raph n'est toujours pas d'accord avec ce que je dis, mais les neufs on demande aux deux neufs qui sont présents de jouer comme Mofi. Donc forcément, quand tu as un mec qui se rapproche du gabarit de Mofi, c'est beaucoup plus simple pour lui que pour l'autre.
Mais ouais, Koné, un peu sur le même rythme que la saison dernière, et sur un ratio d'un tir à un tir cadré, un but, il ne faut pas beaucoup. Il faut pas beaucoup de. Tu lui donnes un ballon, ça marque, c'est très bien comme ça. Après, on peut regretter quelques animations offensives en deuxième mi-temps, parce qu'il y a deux ou trois situations où tu peux faire mieux sur des passes, sur le dernier geste et terminer le match. Je pense à Fèvre surtout. Mais mis à part ça, on a quand même vu que dès qu'il est sorti, Bamba Dieng, on joue à 10 quoi. Et oui, la rentrée de Dieng, pas terrible. Première minute, il fait un appel dans le vide. Et après, on le voit plus. Raph. Non, moi je reviens sur ce que disait Pierrot. Enfin, on demande pas à Koné de jouer comme Mofi. Je suis désolé encore une fois, mais non. Du coup, Si. le deuxième but, Si. le deuxième but de Koné clairement ressemble à ce que pourrait faire Mofi. Pour le coup, il prend la profondeur, etc. Mais on sait très bien que Koné n'a pas du tout le même jeu en profondeur qu'un Mofi. Je pense qu'on demande à Dieng d'avoir la profondeur qu'avait Mofi, et on demande à Koné d'avoir le jeu de haut but que Mofi avait. Voilà, là je serais d'accord avec le propos. Mais, et d'ailleurs, on voit très bien que pourquoi Koné est préféré aujourd'hui un Dieng, c'est parce que du coup, dans le fait de garder le ballon, de jouer en déviation et de faire monter le bloc, notamment quand tu veux évoluer en jeu de possession, parce qu'on n'est plus en transition, bah Koné est meilleur que Dieng dans ce registre. Donc c'est aussi pour ça qu'il a la confiance du coach à l'heure actuelle. Et en plus, quand il est capable de trouver de régler la mire et de faire mouche, 2 tirs, 2 buts, hein, quand même, 2 tirs cadrés et 2 buts, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin là, il est indéboulonnable jusqu'à la fin de la saison avec un match comme ça. Je vois pas comment Dieng pourrait le sortir du 11 jusqu'à la fin de la saison, hors blessure, enfin, franchement. Ouais, puis c'est surtout qu'il reste que 4 matchs et que on en reste sur 2 victoires et que l'équipe commence à peu près à plutôt bien tourner. Enfin, depuis 2 matchs, on trouve des automatismes devant. Et des On voit- attitudes aussi. Je me permets de pourquoi t'interrompre, on Pierrot. va On trouve aussi on des va pas attitudes, quoi. changer un truc qui fonctionne, quoi. Il y a un autre truc aussi qui, je trouve, fonctionne bien avec le jeu de Koné, c'est que là, en gros, on a vraiment 2 soutiens avec Lefebvre et Fèvre pour alimenter, on va dire, l'attaquant de pointe, qui joue vraiment, encore une fois, dans un registre un peu particulier. Parce que si vous regardez les positions moyennes aussi des joueurs, il arrive parfois que le piston, et même que Fèvre, souvent plus Fèvre que Lefebvre, est plus haut sur le terrain qu'un Koné en position moyenne. Et donc du coup, tu as vraiment ce côté jeu de pivot que Koné peut avoir. Et Koné finalement se projette dans la surface souvent en deuxième phase d'attaque, troisième phase d'attaque, et pas en premier point d'appui. Il est souvent assez reculé. Et après, les jeux de piston avec des centres. Et bon, du coup, c'est pas un piston qui a pu centrer pour Koné, c'est Talbi, mais concrètement, on a aussi cette arme-là. Et je sais pas, je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je pense que du coup, c'est probablement le premier but de la tête de Koné en championnat. Si je ne m'abuse. Oui, et dans le dernier podcast, j'avais dit qu'on avait un attaquant de 2 mètres qui sautait pas. Et voilà, il m'a fait me taire, c'est bien. Si Dieng pouvait en faire autant, il serait peut-être meilleur buteur du championnat d'ici la fin. Il a marqué de la tête à Paris, du coup il finit avec la tête. Ouais, alors non, parce qu'après on va nous dire on tape sur Dieng. Il a un 1 contre 1 face au gardien lancé de 50 mètres. Et il arrive à le rater. Avec une option sur Fèvre, parce que du coup Fèvre se propose aussi. Ouais, mais après qu'ils prennent le. C'est normal qu'il frappe. C'est normal. C'est pas ça qui me choque, c'est que. Tous les jours, il doit la donner à Fèvre quand même. Oui, non mais oui. La meilleure option, c'est tu fixes Donnarumma, tu fais à Fèvre, ça fait but. Tu fixes Donnarumma, tu donnes à Fèvre, c'est 100% but dans tous les cas. Après, tu as un numéro 9, tu veux emmagasiner la confiance, tu veux marquer parce que t'en as marre qu'on dise que t'es nul. C'est le PSG, les gars. C'est le PSG, t'es Marseillais, tu frappes, c'est pas choquant, mais t'as intérêt de la mettre. Et puis quelle célébration de merde derrière. Ah ouais, non mais oui. Bref, mais il est quand même en manque de confiance totale. C'est compliqué pour Bamba Dieng. Je vais essayer d'interrompre Pierrot sur quelque chose, mais j'aimerais bien vous relancer là-dessus, messieurs. On a vu aussi des attitudes qu'on ne voyait plus depuis quelques matchs
de l'envie, une attitude combative, de la hargne. Alors bien sûr, il y avait le derby, très grosse ambiance au Moustoir, ça va aussi galvaniser un petit peu les joueurs. Mais voilà, on a retrouvé des gestes, des attitudes. Je pense par exemple à Abergel qu'on a retrouvé virevoltant, hargneux, etc. Bonke Innocent qui fait 2 très bons matchs. Très très bons matchs. Il a donné son corps à la science contre Brest. Hein. Ah là. Le nombre de taquets qu'il a pris sur sa cheville droite, ouf. Ouais, c'est ultra particulier, Bonke Innocent, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a très peu de circuits de passes qui passent par lui. Parce qu'en fait, un Lefebvre ou un Abergel touche 2 fois plus de ballons que lui, mais qu'il a un rôle vraiment il se réajuste et il est vraiment dans un rôle purement défensif. Je vais tenter une comparaison hasardeuse. Alors attention. Mais il fait une passe, je crois que c'est sur le 2e but. C'est sur le 2e but, la transversale qu'il fait sur Koné. Ouais, allez, voir. Je vais tenter une comparaison hasardeuse. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est le Makelele des Galactiques. Ok. Touche pas la balle, il est là juste pour mettre des brins et passer la balle à Enzo. Merci, au revoir. Comparaison hasardeuse. Toute proportion gardée, évidemment. Très hasardeuse. Et puis monte à certaines lui et ce tacle c'est du très très haut niveau, ce tacle. C'est sur le doigt rond, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Dans la surface. Avec la petite presque quasi célébration du tacle à la fin. C'est pas une quasi célébration. Il le sèche propre, nickel, célébration. Ça t'a lancé le derby. Ça a lancé le derby, je trouve. Ah, c'est clair. Non, mais c'est clair, ça harangue les foules et tu vois, c'est devant la Sud en plus, je crois. Donc ça lance le. Je pense que ça nous remet un petit peu à l'endroit et puis l'image avec le Brestois tête dans la pelouse, c'est incroyable. Mais même après pendant le match, je sais pas si, moi j'ai regardé le replay, donc je me suis attardé longtemps un peu dessus. Mais même à chaque fois, dès qu'il y avait des discussions d'arbitre et tout avec des joueurs, Talbi, il arrêtait pas de monter. Ouais, c'est vrai. Chaud bouillant. C'est vrai. Il arrêtait pas d'être sur le cul de Magnetti. À chaque fois, il le chauffait et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est les attitudes qu'on avait un peu perdues, je trouve. On les voyait un peu en début de saison, cette défense qui défendait tous ensemble, qui se haranguait, etc. Et on avait un peu perdu ça. Même après le premier but sur la célébration, il célèbre et après, il y a un tout petit regroupement où ça discute un peu. Et ça, on avait aussi on l'avait souligné ça en début de saison et qu'on avait perdu par la suite. Ouais. Donc si ça pouvait durer comme ça jusqu'à la fin de saison, ce serait plutôt pas mal. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce derby, messieurs? Bah non, bravo pour le résultat et on c'est formidable d'avoir fait 6 sur 6 contre eux cette saison. Ouais, c'est vrai. Ça va se maintenir, Brest, vous pensez? Non. Ouais, Nantes, tu penses trop pas, faible pour moi. Non, Nantes est trop faible. Ouais. Bah donc du coup ça. Tu vois les deux descendre. Ah non. Bah non, il reste une place. Non. Moi, pour moi, ça joue. C'est un duel à 4, là, Strasbourg, Auxerre, Brest-Nantes. Mais pour moi, Nantes est trop faible pour aller chercher quelque chose. Enfin. Auxerre, ils ont Pélissier, donc ça descend pas. Nantes, ils viennent de virer Comboiré. Puis Nantes, ils vont rejouer Toulouse. Et les mecs, ils vont se faire un malin de plaisir, leur mettre une branlée. Ils vont à Montpellier qui est chaud derrière. Et ils vont, je crois, ils jouent Lille ou une connerie comme ça derrière. Il n'y a que Angers où le dernier match. Sauf que Angers, depuis qu'ils sont relégués en Ligue 2, ça commence à jouer. Donc, Ouais, ça va être compliqué. Mais bon, on s'en fout un peu en même temps. Ouais, puis je préfère avoir Brest maintenir. Comme ça, tu gardes un derby un peu chaud pour l'année prochaine, quoi. Par contre, ce que moi m'énerve un petit peu, c'est quand tu vois la course de lenteur pour accrocher la 5e place entre Lille, Rennes, Lyon. Nice et nous, on est un peu décrochés là, faut se dire les choses. On est bien décrochés même. Mais quand tu vois le concours de nullité pour accrocher la 5e place, ça donne quand même des gros regrets, Pierrot. Bah, clairement, t'as 5 points, c'est ça, je crois? Nous, on est à 8 points de la 5e place là. Ah ouais, 8 points. Bon, c'est un peu beaucoup, mais bon. Mais au final, si. C'est sur la deuxième partie de saison, tu te fais pas tant détacher que ça, quoi. C'est hyper frustrant.
Surtout quand tu as un joueur qui part dans un autre club de Ligue 1, qui a aucun projet sportif plus viable que le nôtre. Ça fait chier, quoi. C'est Autant, surtout, ce que je voulais dire, c'était surtout le fait que Lille, Rennes, Lyon et Nice, allez, j'enlève Lyon peut-être, ils font pas non plus un parcours extraordinaire sur la deuxième phase de saison. J'enlève Lyon qui s'est remis un peu la tête à l'endroit, mais ils font pas un parcours extraordinaire, quoi. T'avais moyen de te mêler à la lutte, même en perdant des joueurs, je pense que t'avais moyen de te mêler à la lutte sur certains matchs, récupérer une victoire par-ci par-là, tu penses pas, Raph? Si, il y a des matchs où clairement, enfin, en fait, c'est toujours ça le problème avec le FC Lorient, c'est que dès qu'il y a des matchs en jeu où la presse parle un petit peu c'est le match déclic, il va falloir gagner, etc., on passe à côté du rendez-vous et du coup, on lâche le peloton de tête. Mais c'est arrivé, en fait, ces matchs-là, ils sont arrivés vraiment où on avait le moins de certitude sur l'effectif et sur notre jeu. Donc on était vraiment dans cet effet de transition où en fait on n'a pas pu disputer, je trouve en tout cas, ces matchs-là avec ce qu'on savait faire de mieux. Et derrière, c'est des séquences, hein. Tu perds la dynamique, tu vois les points s'accumuler, et l'écart se creuser, et puis après, derrière, tu revois ton objectif et c'est plus un sujet en fait. On est à 8 points et on a fait match nul contre Angers. On n'a pas été nombreux à pas battre Angers cette année. On a perdu contre Nantes. Nantes, ils ont gagné 3 matchs en 2023. On a perdu contre Nantes. on a fait un nul à Strasbourg. On a fait un nul à Strasbourg. On a perdu à domicile contre Auxerre. Me dis pas que tu as besoin de non, Mofi. pour moi, c'est celle-ci. Je pense pas que tu as besoin de Mofi et de Ouattara pour battre ces équipes-là. Non, je suis d'accord, mais pour moi, c'est celle-ci. C'est la défaite. Avec eux, tu les bats. Pas de débat. Mais sans eux, tu dois pouvoir les battre. Je pense même à Toulouse. Hein. Ils viennent là en rodage avant leur finale et tu perds 1-0, quoi. Moi, je pense qu'on a trop traîné un boulet devant en deuxième partie de saison qui fait que on a perdu un attaquant qui n'a pas été remplacé directement et on a laissé sa chance à un joueur qui était au fond du trou dans son club précédent et qui continue sur sa lancée chez nous et ça nous a fait perdre quand même pas mal de pions. Ouais, il aurait peut-être fallu le lancer petit à petit, quoi, je sais pas. Puis après, tu penses à plein d'erreurs dans la saison. Tu penses à Diarra qui se foire contre Monaco ou derrière ils égalisent. Tu penses à Fèvre qui arrive devant Radou et qui fait un piqué de merde. Tu penses encore à Stéphane Diarra qui a 1-1 à Lille, se mélange les pinceaux tout seul et fait de la merde. Et derrière, il y a un compte qui a rouge et tu prends 2 buts. Enfin... Tu penses à la purge face à Montpellier juste après Noël, là. Enfin, franchement, il y a eu plein de matchs en fait où on est passé à côté. Ouais. Mais c'est surtout en fait, c'est plein de petits détails où tu perds 2-3 points par-ci par-là. Je pense que honnêtement, on aurait pu avoir objectivement, je pense qu'on pourrait avoir 6-7 points de plus. Ça serait pas scandaleux. 3 victoires. Enfin, je t'ai parlé d'Angers, de Strasbourg, Angers, de Nantes et de Auxerre. C'est 3 victoires, c'est 9 points. Pardon, on a fait un nul dans le tas, donc c'est 3 et 3, 6 et 2, 8. Bah, t'es 5e ex aequo. Bah, tu vois, c'est sans même aller chercher le match de Monaco. Parce que en fait, pour moi, c'est même pas. Pour moi, c'est même pas une approche comptable. C'est beaucoup du what if, c'est du foot fiction et tout. Non, pour moi, c'est plus des points que tu arrives à glaner à une certaine période du championnat qui te permettent de continuer à y croire et de jouer pour. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on était trop loin, et du coup, ça casse la dynamique de on peut jouer à ce niveau parce que c'est notre objectif et on se doit de. Enfin, c'est normal, à un moment donné, tout le monde s'est dit. Le FCL, mais ça fait 3 mois qu'on n'a plus d'objectifs clés dans le championnat. Tu vois, on sait qu'on est maintenu, on sait que, mais on n'a rien à jouer, on n'a plus rien à jouer. Ce que disait Pierrot tout à l'heure, Toulouse, c'est un non-match à la maison. La semaine d'après, on régale au parc. En une semaine, il n'y a pas eu autre chose que dans la tête, quoi. Ah mais bien sûr. Mais donc, là, je te parle d'impact psychologique, t'as pas grand chose à jouer. Et je pense qu'en fait, on se remet à l'endroit parce que oui, le PSG, il y avait un besoin de montrer autre chose et que du coup, le derby. Donc en fait, on a quoi on a le match, le déplacement à Montpellier. On verra. Eh bien, super transition. Déplacement à Montpellier le week-end prochain avec le retour de Julien Laporte. Julien Laporte. C'est trop chaud par contre. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors, on est allé regarder la météo. 22 degrés, nuageux. Normalement, pour la reprise, Julien, on est bon. Pas trop chaud. Faut pas Ça trop devrait bien forcer. se passer. Pas trop Voilà, forcer. hydrate-toi bien, mais ça devrait bien se passer. Laporte, donc, il devrait faire son retour. On peut l'imaginer titulaire, pardon, Raph. On peut. Est-ce que ça va être ça? Je sais. Alors, en gros, ça va dépendre du système. J'ai l'impression que Le Breeze, par rapport à son discours d'après-match là, au micro d'Amazon, il expliquait que ce système-là, il pourrait être reconduit, que c'est plus une option, ça peut être quelque chose qui peut être prioritairement utilisé. Donc sur une défense à 3, soit tu bascules Le Goff du coup sur piston gauche, sauf qu'en fait aujourd'hui Yongwa a quand même, je trouve, un équilibre offensif-défensif qui est assez intéressant sur ce jeu de piston. Donc soit tu décales Le Goff à ce rôle, dans ce rôle-là, soit du coup c'est Le Goff qui sort au profit de Laporte et tu repositionnes du coup Talbi, Laporte et Meïté en axial et tu laisses Kaloulou que je trouve assez intéressant défensivement et offensivement. Je trouve que c'est assez équilibré aussi sur le piston droit. Ou alors tu ne fais pas jouer Laporte et tu le fais rentrer pour faire évoluer par exemple le système en cours de rencontre. Donc voilà, ça peut être ça aussi. On ne devrait pas avoir Vito, qui est blessé, toujours. Donc, Au pied, non, c'est ça? Je rigole. Qui est blessé. Makengo, il sera suspendu, du coup? Ou c'est pour le match suivant? Non, il sera suspendu. Il sera suspendu. Théo Lebris, apparemment, devrait être opérationnel. Ou en tout cas, sont les dernières informations. Il est rentré, hein, il a fait un bout de match face à Brest. Oui. Alors là, je suis passé mais complètement à côté de ça. Ouais. Il est rentré vers la 75e, un truc comme ça. Oh la vache. Ah ouais, non. Pourtant, je m'enflamme à chaque fois que je le vois. Et on a changé de système à la fin de la rencontre contre Brest. Ouais, mais il a remplacé Kathleen. J'ai effacé ça de ma mémoire, excusez-moi. Je ne suis pas infaillible. On devrait retrouver donc, mis à part la défense, tout ce qui est devant. Milieu de terrain et attaque, on devrait retrouver du Koné, du Darling, du Kathleen, du Enzo, du Abergel. Ouais, à système équivalent, je remettrais Innocent Abergel du coup dans l'entrejeu. Fèvre et Lefebvre du coup en soutien d'Ibra. Alors les pistons ça va changer, soit tu gardes Yongwa à gauche et tu mets Kalulu à droite, et après tu as une charnière soit Le Goff ou Laporte, et après tu as lui au centre et Meïté à droite. Côté Montpellier, pas de... Excuse-moi Pierrot, vas-y, fini. Moi je change pas grand-chose, à part Laporte qui intègre la défense à 3 et Kaloulou à droite. Je pense que c'est le meilleur compromis qu'on peut avoir. Et toi tu fais sauter plutôt Le Goff ou Yongwa du coup? Ah non, moi je fais sauter Kathleen, moi. Bah oui, ça veut dire que tu fais mais Kaloulou tu le remets à la place de Kathleen, donc en fait tu libères, c'est soit Meïté, Talbi, Laporte et ou Le Goff. Enfin là il faut que tu en choisisses. Défense à 3, Meïté, Talbi, Laporte et Kaloulou à droite, enfin en piston droit. Et donc le Goff sort au profit de Yongwa qui reste piston gauche chez toi. Ouais. Ok. Côté Montpellier, pas de Casery visiblement qui est blessé, pas de Savanier, ça évitera qu'ils nous mettent un coup franc en pleine lucarne, côté ouvert, comme au match. Allez, en parlant d'effectifs, etc., il y a un joueur qui est un peu à la cave là, c'est Julien Ponceau, qu'on ne voit plus, Raph. Ouais, Ponceau, Aouchiche, il y a des joueurs qui ont plus de temps de jeu. Donc ouais, je pense que globalement ça doit être, c'est un peu le système qui le met un petit peu, qui l'a mis un petit peu sur le côté à un moment donné. Parce il avait plus ce rôle de numéro 10, soutien de l'attaquant, là où il avait un peu son rôle avec aussi un Lefebvre qui redescendait d'un cran et qui du coup lui laissait de la place. Je pense que c'est Fèvre concrètement qui lui prend son job aujourd'hui, et on l'avait dit lors de notre Twitch d'intersaison là au moment du recrutement, le Ferry Time, que du coup Fèvre allait prendre un peu ce registre là. Donc ça va être compliqué parce que à part des bouts de match, etc., je vois pas revenir avec beaucoup de minutes. Diarra aussi, Pierrot, qui est à la cave. Bah ouais.
quand tu nous foires tes fins de match. Et... Hey, Régis voit les mêmes choses que nous. Bah, j'ai déjà assez dit, et puis je vais pas en rajouter, mais bon, c'est un joueur qui a pas le niveau pour jouer chez nous, quoi. Donc, Et dernière question. Non, mais surtout, il a pas sa place en piston. Et du coup, il est barré par Duponceau ou même Aouchiche quand on fait jouer, enfin, pour les remplacements de Lefebvre ou de Fèvre dans ce système du coup en 3-4-3. Il faut, en fait, Diarra n'a d'intérêt que dans un système du coup en 4-1-4-1 ou 4-2-3-1 en ailier pur sur son côté. Donc ça aussi, ça limite ses capacités à rentrer en cours de match. Je reviens un petit peu, parce que je faisais un petit revue d'effectifs là. On écarte la possibilité que Bamo Meïté retrouve le banc avec le retour de Laporte. Vous pensez que Régis va falloir continuer avec lui? Bah, il y a que là. Sur une défense à 3 centraux, non. Je pense que ça restera titulaire. Après, si tu repasses sur une charnière centrale, ouais, je pense qu'il y a un match entre les deux. Ça va être, celui qui saisit sa chance en premier, mais après il reste 4 matchs. Ouais, voilà, c'est ça, il reste 4 matchs. Est-ce que tu peux tenir des conclusions sur les 4 derniers matchs de la saison pour savoir Non, je pense pas. Sur quoi repartir? Je suis pas sûr. En tout cas, la dynamique de Meïté est très bonne. Après, voilà, je pense que du coup, Meïté pourrait comprendre à ce stade-là de perdre sa place au profit de Laporte, peut-être moins l'inverse. Et après, il faut voir aussi, est-ce que tu vas garder ces 3 centraux du coup la saison prochaine? On gardera au moins 2, mais 3, je suis pas sûr. Est-ce que tu peux vendre Bamo Meïté 60 millions à Bournemouth? C'est pas mal. Ils vont se maintenir en première ligue normalement, donc ils vont avoir du pognon. C'est la fin de saison, il ne reste plus que 4 matchs, comme l'a souligné Pierrot. Et ben, ça sent les tavernes d'or. Comme tous les ans, on va remettre différentes distinctions à nos merlus préférés. On vous rappelle les différentes catégories. Le Tavarne d'or, double tenant du titre, Laurent Vergel, va-t-il réaliser le triplé? Le suspense est insoutenable. La révélation de l'année, c'est Léo Petro l'an dernier qui avait été élu révélation de l'année. Qui pourra lui succéder? On vous proposera des nominés ou des nommés, comment on dit en français? Des nommés sur Twitter. Vous pourrez voter. On vous explique les modalités de vote juste après. Le flop de la saison, c'était Igor Silva l'an dernier, le flop de la saison. Ben finalement, Igor Silva, il s'est un petit peu repris au jeu des blessures, au jeu des remplacements. Il n'a pas été flop cette saison. Saison correcte. Il prépare l'UFC 187. Ouais, voilà, un petit peu de MMA. Je sais pas si le club a pour projet d'ouvrir une section UFC, mais en tout cas, si c'était le cas, on a un combattant déjà prêt. Ensuite, meilleur match de la saison l'an dernier, vous en souvenez évidemment, le meilleur match, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en même temps, c'était Lorient-Saint-Etienne, le fameux 6-2 au Moustoir. J'ai revu un résumé l'autre jour, c'était quand même sympa. Meilleur match, bon, il devrait y avoir un tout petit peu plus de show à cette saison. Et puis, alors, on avait l'an dernier le trophée du centre de formation, des joueurs formés au FCL, sauf que ils ne sont pas très nombreux dans l'effectif. On a Enzo, Théo et Ponceau, donc pas trop de suspense. Donc, on a préféré créer le trophée de la progression de l'année. On s'est dit qu'il y avait quand même un peu plus de candidats potentiels. Donc, pour la révélation, le flop, le meilleur match et le MIP, la progression de l'année, on vous postera ça sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voter en direct. Pour le Tavarne d'or, on va changer un petit peu cette année. On ne nomme personne parce qu'en fait, on est transparent avec les gens ou pas? Bah, bien sûr. On est incapable de trouver 4 candidats pour le Tavarne d'or. Donc, on en a 2,5. 2,5. On est incapable d'en trouver 4. Donc, vous allez pouvoir voter open sur les réseaux sociaux. On vous mettra ça sur Instagram et sur Twitter. Vous aurez donc, le public aura une voix. Enfin, le public, nos auditeurs auront une voix. L'équipe de la Tavarne aura une voix chacun. D'accord? Et puis, cette année, on s'inspire des plus grandes ligues mondiales, on s'inspire de la NBA. Les journalistes qui suivent le FC Lorient au quotidien ont été sollicités. Beaucoup ont répondu à notre appel. Ils vont aussi pouvoir voter. Le suspense n'est pas
insoutenable, on va pas se mentir. Mais voilà, on a contacté, on vous donnera la liste bientôt. Mais attention, on a même des journalistes de grandes chaînes nationales. Je pensais que tu voulais intervenir, Raph. Les journalistes de grandes chaînes nationales, autant vous dire qu'on est sérieux. ESPN Sport n'a pas répondu à notre invitation, malheureusement. Donc voilà, vous pourrez voter pour le Taverne d'Or. Remise en main propre du trophée au vainqueur à J38, c'est ça, Raph? Ouais, J38, normalement. Normalement. Autant vous dire que cette année, on met les petits plats dans les gants. Donc les Tavernes d'Or, ça va arriver très très rapidement sur tous vos réseaux sociaux. Restez attentifs et surtout votez, quoi. C'est important de voter. Sinon, on fait un 49-3 au pire, si le résultat ne marche pas. Ah bah c'est facile aussi, on sait faire ça. Hein? Voilà, on magouille, il n'y a pas de problème. Allez pas nous voter pour Bamba Dieng. Attention. On passe aux questions de nos auditeurs, Pierrot. On va rallumer le micro. Avec le micro, là, ça sera beaucoup mieux. Exactement. Alors, je vais commencer par une question où il y a eu beaucoup de sollicitations, notamment sur Insta par rapport au mercato. Parce que qui dit fin de saison, dit mercato. Donc, on a déjà une première question de Nat Coupeau sur Insta. Qui sera le remplaçant idéal pour le fait, Aouchiche ou recrue estivale? Est-ce qu'on peut remplacer vraiment le fait par un le fait bis? Je pense que c'est compliqué. Hein. Non, t'es obligé de jouer un petit peu. T'en vois pas des comme ça tous les matins. Hein. Il y a trop de facettes chez lui. Il a une palette trop large. Enfin, il peut faire à peu près tout au milieu de terrain. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec son profil. Donc non, on aura peut-être des joueurs un petit peu plus spécialisés dans leur rôle, qui seront pas forcément aptes et capables à jouer à plusieurs postes. Aouchi, je peux pas faire du le fait en fait. Non. Non. Ponceau peut faire plus du le fait que Aouchiche peut faire du le fait. Mais trouve-moi un joueur de Ligue 1 qui peut faire du le fait déjà. Tu vois T'en as pas beaucoup, quoi. Et dans tous les cas, ils viendront à Lorient. Ah non, oui, bon, ça c'est encore un autre sujet. Ça, non, mais pour donner... Je rebondis toujours sur le mercato, d'une question sur quel mercato Lorient peut-il faire. J'ai envie de dire, pour vous les gars, sur quel poste doit-on se renforcer principalement cet été? Un numéro 9, s'il vous plaît. Un numéro 9, un latéral gauche pour venir embêter Le Goff un petit peu plus. Et puis le milieu de terrain, je suis désolé. Ouais, voilà. Il faut au moins un pari, enfin, sauf le gardien, mais... Parce que Makengo reste. Innocent, faut voir. Abergel, ça peut partir. Le fait, ça part. Il ne reste plus grand monde. C'est surtout, si tu veux, hors départ, actuellement, il te faut quoi, tu vois? Actuellement, il te faut un milieu, un attaquant et un latéral gauche, quoi. Oui, clairement. Donc ça renforce encore plus le fait on va avoir besoin quasiment de 2 personnes sur ces rôles-là. Et il va falloir être bon pour convaincre Abergel de rester. Si c'est le projet, je sais pas, peut-être que c'est prévu qu'il parte. Et il va falloir être bon. Alors, normalement, on a toutes les armes pour garder Talbi, parce qu'il va être sollicité, notre ami Montessa. Mais on en a déjà parlé, il lui reste quand même 4 ans de contrat, donc Lorient a les armes pour le garder au moins un an, mais ça peut vite partir cette affaire. Ah, ça va dépendre de lui, hein, je pense, concrètement. Bah, après, chacun son avis à donner, lui, le club, et voilà, mais... Et nous? Non, je rigole. Non, nous, on prend juste la commission, c'est tout. Ah, c'est ça. Et en parlant de commission, vous savez que Stéphane Diarra n'est plus dans l'écurie de son agent? Enfin, son agent, son conseiller, machin. Il y a eu rupture. Et selon nos sources, il aurait signé, c'est pas nos sources, il a publié sur Insta, c'est ça? Il est avec une agence spécialisée dans le championnat allemand. Est-ce qu'il partira en Bundesliga ou en Zweiten Bundesliga? Je ne sais pas.
Bah, ce serait bien qu'on réussisse à gratter un peu de sous sur lui, sachant qu'on l'a payé quand même très cher avec un pourcentage à la revente pour Le Mans. Donc, On parle des carottes que met Lolo Ferry. Il s'en prend une ou deux quand même sur son cursus là. ouais, de temps en temps, ouais, faut Hein, bien. Ça peut pas être. Garvich, Bon, Diarra. Bamba Dieng, bon, C'est un peu tôt. C'est un c'est peu un tôt. peu tôt, mais ça ressemble à une début de carotte quand même. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une Mofi. 6 mois à chier, 6 mois All-Star quoi. C'est ouf, hein, on entend Pierrot dire qu'on s'est fait bananer avec Adrian. C'est quand même, il y a quand même un changement de discours, je trouve, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, mais ça reste pas un accident industriel pour moi. Ah bah si, je suis Non, désolé. non. Arrête. Il reste encore 2 ans de contrat, il sort d'une bonne saison à Valenciennes. Ouais, Ah, arrête, arrête. tu sais Par pas ce que contre, l'avenir peut réserver l'année prochaine. la valorisation de Talbi au prix où on l'a acheté, ça peut être On le coup on du l'a pas siècle. acheté. Enfin, Il- non, oui, t'as raison. Non, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ouais, pour moi, il signe libre, Talbi. Tu sais qu'on le signe au milieu de l'été, personne ne le connaît, machin. Ouais, Il était, en plus il était au reçu, il Zénith. nous a tout expliqué. Mais... Ouais, c'est ça. Il était au Zénith, c'est ça? Non, il était où, lui? Il Rubin nous Kazan. Ouais, a Rubin expliqué. Kazan. Rubin Kazan. La honte, les mecs, on a un joueur dans l'année, on retient même pas ce qu'il nous dit, quoi. Il était Rubin Kazan, et bah, du coup, il a dit, bon, voilà, quoi. Et il est arrivé gratos. De toute façon, on pouvait pas filer des sous au Rubin Kazan, on n'a pas le droit de filer des sous aux Russes. Ouais, c'est vrai. Déjà. Expertise, J'ai pas analyse. envie de dire merci Vladimir, mais on a Talbi. Le cœur y est. Parce que là, Oui. franchement, il va falloir je pense qu'aujourd'hui, sur la plus-value qu'on a pu réaliser sur un joueur, je vois pas Enfin, t'as Ouattara, qui est numéro 1, du coup. Tu peux pas faire plus entre sa valorisation, le coût qu'il représente, et Ouais. au prix où tu l'as vendu. Mais là, dans Talbi, tu fais 20-25 millions. Tu C'est sais, même pareil. Enzo, s'il part à 30, etc. Bon, t'as mis des sous sur sa formation et tout, mais Il y a intérêt à faire une enfin, bref, c'est un compil autre de débat. vidéos que contre le PSG, par contre. Parce que si tu Ah non, commences t'es à faire dur. contre. T'es Si dur, tu t'es fais une dur. compile des vidéos contre 3, Toulouse, tout Non, ça, t'es dur. T'es dur. T'es dur. Ouais, c'est un joueur de Champions League, Pierrot. bah, il est très bon contre les bonnes équipes, mais il faut dire ce qu'il est, il est mauvais contre les mauvaises équipes aussi. Faut être C'est juste. mieux. Voilà. On est d'accord. Une question qui est beaucoup revenue sur Twitter et sur Insta. Fèvre, est-ce qu'on le garde? Enfin, est-ce qu'on essaye de l'acheter ou on le renvoie à Lyon tout court? Bah, je pense qu'on a Cher. tous eu un gros retournement de veste, hein, parce que il n'y avait pas du tout ce discours au global dans la communauté sur Fèvre à son arrivée. On parlait de l'acclimatation de Dieng qui ne se fait pas pour le moment. Celle de Fèvre commence à être assez intéressante. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il a trouvé son rôle et sa place dans un système qui a aussi évolué et peut-être, et on le disait dans les derniers épisodes, avec ce système où Fèvre est un petit peu plus axial et sous l'attaquant, c'est plus intéressant que sur un système où il était à l'aile et exclusivement à l'aile, parce qu'on lui demande aussi autre chose. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on peut quand même dire que le danger offensif vient principalement de lui, hein. Enfin, faut être honnête. Et c'est vrai que cette demi-saison commence à prendre un autre visage, je trouve, en tout cas. Oui, enfin, faut Le payer débat. le salaire de Fèvre aussi. Ah, faut payer le salaire et puis il faut voir aussi ce qu'il y a en indemnité, hein, parce que. Je vois pas ça. Je sais pas. Ça me paraît. Bah, et en On peut plus, du coup, bah, Lyon, le Lyon faire a quand même le besoin faire de se briller, Lyon a quand même besoin de se débarrasser de beaucoup de joueurs, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs en prêt qui vont revenir, ils vont avoir une masse salariale monstrueuse. Je pense Il prend que combien à Lyon-Fèvre? Il prend ses 100 000? 90 000, 100 000? je sais pas quel salaire il a, mais je pense que Il me semble que c'est je, ça. pense- je pense qu'il peut faire C'est ça. l'effort de baisser son salaire, mais c'est surtout en indemnité de transfert. Lyon ne demandera pas autant ce qu'ils ont demandé cet hiver. Je sais pas pourquoi ils ont demandé autant, mais déjà le joueur en vaut pas autant. Combien il demandait, Et rappelle-moi, Pierrot? c'était pas 10 millions, 12 millions, ou Ouais. c'était entre 10 et 15, un truc comme ça. Et cet été, ils vont avoir plein de joueurs dépressifs qui vont revenir chez eux.
ils vont devoir faire un sacré ménage. Ils vont pas être, je pense pas qu'ils vont être aussi exigeants en termes de. Mais c'est est-ce pas. que tu mets 8 millions sur Fèvre? Même s'ils descendent leur prix, est-ce que tu mets 8 millions sur Fèvre? Non, mais si on peut gratter un prêt d'1 an, oui, pourquoi pas. Bon, en fait, déjà, il finit bien sa saison. Enfin, s'il continue comme ça, franchement, il ressortira d'une demi-saison assez intéressante. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres équipes qui n'iraient pas le chercher? Bah, c'est sûr. C'est sûr. On ne sera probablement pas les seuls sur le dossier si on Après, souhaite, attention, il ne fait du pas coup, non se plus une positionner. demi-saison. C'est pas Oui, il fait une demi-saison extraordinaire non plus. Depuis Est-ce un que mois, j'ai il dit est ça? mal. J'ai Non, juste non, dit non, que non, du mais- coup, il s'était plus montré, en tout cas sur cette demi-saison, que sur la première demi avec Lyon. Enfin, ça, clairement, oui, non, mais- on peut le dire. Mais oui, mais il n'a pas joué sur la première Il demi-saison. joue plus, il est plus. Ouais, mais il joue plus, il Oui. est plus décisif, il a marqué, enfin, il est titulaire. Voilà. Il chante des trucs anti-brestois. Voilà, il s'intègre, quoi. Il est intégré, voilà. Une question. Enfin, j'ai même 2 questions du bon influenceur. J'étais au stade, ambiance incroyable, mais ça manque un peu d'ambiance dans la tribune présidentielle et honneur. Qu'est-ce qui peut être fait pour avoir plus de ferveur dans ces tribunes? Moi, j'en ai pas particulièrement. C'est plus des tribunes familiales, spectateurs, Voilà, c'est ça. C'est pas, qu'autre chose. Je pense pas que tu puisses attendre la même ferveur et implication qu'en Oui, tribune que dans le sud, par Club Sud. exemple. Et même historiquement, il n'y a jamais eu d'ambiance dans ces tribunes, il faut être honnête. Donc, Oui, mais parce que c'est plus des Oui, familles, des anciens, des spectateurs occasionnels. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui Public viennent. exigeant. Public exigeant. Oui, voilà. Le nombre de fois où j'ai vu le Moustoir, il faut vraiment qu'il y ait 3-0 pour que ces tribunes-là s'enflamment. L'année dernière, le partout, Lorient c'est pareil Saint-Étienne, ça s'était enflammé. Ah bah, si tu t'enflammes pas sur un 6-2 alors que t'es mené 2Z, j'avoue, il faut quoi, un spectacle de Monster Truck au Moustoir? C'est quoi le délire? Non, mais c'est pareil. Ouais, il y partout. avait déjà Bofi qui faisait le dragster. Et deuxième question, une question un peu plus mode. Qu'est-ce que vous aimerez comme nouveau maillot, un style un peu rétro pour l'interrogation? Ah, moi, je rêve d'un maillot à damier. Pareil. Un vrai maillot à damier. Celui de cette année était top parce qu'ils ont retrouvé un peu le damier, machin. Mais un vrai maillot à damier. En deuxième, j'ai pas aimé le maillot noir de cette année, moi. Je trouve pas Ouais, un maillot noir, quoi. Il est sympa, mais c'est pas sans plus, quoi. Ouais. Et un banger comme le CERN de cette année, et moi je suis refait, quoi. Ouais, un petit logo à damier avec le premier logo du club. Mais ça, est-ce qu'on le Mais verrait ça, pas ils vont en le garder pour 2026? ils vont le garder pour le centenaire, ça. Et moi, je le Ah garderai ouais, j'espère tellement, je ne pense qu'à ça. Ils prendront moi, je pense mon argent day one. Non, Mais du coup, on ils va mettraient pas continuer le le podcast damier. jusqu'en 2026 pour pouvoir gratter des maillots, hein. C'est l'objectif. Ah, c'est ça le projet. On se construit une légitimité, en fait. Autre question de Nico5610. Comment l'état de la pelouse s'est amélioré? Besoin de la changer cet été? Point d'interrogation. Eh ben, c'est très simple, c'est le printemps. C'est juste que il fait beau, il y a du soleil, il pleut un petit peu, on arrose et ça pousse mieux qu'en plein hiver. Il y a eu aussi une petite trêve où la pelouse n'a pas été utilisée. Et ça va mieux. Mais oui, la pelouse doit être changée cet été. Devrait. Ouais, C'est-à-dire, j'ai pas les infos, il faudrait la changer cet été. Tu peux pas refaire une saison comme ça. Ça a été une bonne excuse. Ça a été une excuse utilisée par beaucoup de joueurs pour dire, ou même par Le Brise, hein, pour dire les résultats, c'est pas bon. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il y a forcément une partie de vrai là-dedans, quoi. Mais je les vois quand même moins glissés. Oui, bah, elle est en meilleur état. Ouais, non, mais. Ouais. Mais oui, le printemps, il nous avait dit ça, hein, quand on avait posé la question au club. Oui, le Ferry en bord-terrain. Il disait. C'est tellement présomptueux ce que tu viens de dire. Il nous disait qu'ils attendaient le printemps parce qu'ils pensaient qu'elle allait s'améliorer au printemps, et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Oui, puis il y aura de quoi qu'il arrive, il y en a une nouvelle qui est posée cet été, donc. Oui, donc voilà. Je sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, si. ce serait bien, je pense. Okay. Bon, il nous l'a dit.
nous l'a dit à nous, et le Télégramme a sorti un article ce matin en parlant de l'US Concarneau et du fait que ça joue au Moustoir, et à la fin de l'article, ils mettent que la pelouse sera refaite cet été. Donc, Ouais, monsieur dit, moi je ne reçois pas le Télégramme. Revue de presse. Désolé. Revue de presse. bah ouais. Mais voilà, mais on voit les. C'est pour ça que tu es président de l'association La Taverne, c'est ça. Pierrot. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre toi et nous. Il y a la presse gratuite, en fait, c'est pour ça. Et dernière question de Username Acte 1. Les résultats pas terribles de la N2 et des U19 nationaux. On peut s'inquiéter ou on s'est dit que l'objectif c'est de sortir des joueurs pour l'équipe première? Bah là, Lucas est hospitalisé, tellement il est en panique. Du coup, ouais, on est très inquiet. Lucas, il est à Charcot, ça se passe pas très bien avec. Mais du coup, on a contacté Lucas et j'avais pas prévu la question, pardon. Je cherche la réponse de Lucas. Il nous a pondu un pavé. Regardez, je suis en train de meubler pendant que je cherche ce truc et je vais vous lire Lucas ce qu'il nous a expliqué sur la réserve, sur ce qui se passe, etc. Voilà. C'est presque un testament en fait. C'est les dernières volontés de Lucas si ça descend de toute façon. Et en parlant de dernière volonté, on a une pensée pour Cam, qui nous écoute de là où il est. Le pauvre, il a beaucoup de travail. Mais il participe, ne vous inquiétez pas, il est dans l'ombre. Lucas nous dit donc, pour la réserve, il y a deux façons de voir les choses. Le centre de formation s'est distingué ces dernières années par un recrutement conséquent en post-formation. Du coup, la descente en National 2, ça pourrait impacter ça, en rendant la réserve moins attractive. Mais le recrutement post-formation a diminué cette année. D'accord, donc on suit. Les dernières années, ça avait augmenté. Cette année, ça diminue. Avec une volonté de former un groupe plus jeune en National 2, comme beaucoup de réserves, très difficile de se pérenniser sans des joueurs d'expérience ou des joueurs avec beaucoup de talent. Donc cette année, Lorient paye le départ de Lebrise, mais aussi un groupe qui se connaît moins et plus jeune. Une descente en N3 ne serait pas dramatique dans le sens où c'est le développement du joueur la priorité. Et cela pourrait laisser plus de place à la jeunesse. On sent Lucas qui reprend des couleurs. Pour ce qui est des U19 nationaux, l'enjeu est fort puisqu'une descente en U18 R1 propose des oppositions trop faibles à un âge où les joueurs doivent montrer s'ils ont ou non leur place pour intégrer les championnats seniors. D'ailleurs, la plupart des clubs de Ligue 1 sont en U19 nationaux. C'est un enjeu majeur. Voilà ce que nous dit Lucas. On voit qu'il est expert quand même. C'est ça. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire U18 R1, donc c'est pour vous. Je ne fais que lire. On remercie Lucas pour sa réponse. Merci Lucas, merci. Et c'était tout pour les questions aujourd'hui. On a fait le tour. Merci à tous pour vos questions très nombreuses. J'avais une question d'un certain J du Cosday sur Instagram qui demandait si le jeu de Mvogo c'était un game changer. Tu ne l'as pas sélectionné, Pierrot? On va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. On se fait un petit quiz pour finir? Allez, c'est parti. Ça va aller très vite. C'est un stat anonyme. Okay. Je vous donne des stats. Vous devez me retrouver les joueurs. Pour avantager, Raph. Je vais perdre encore, t'inquiète. Oui, mais non. Alors, oui, mais non. Voilà. En fait, je me rends compte que le dernier, j'avais pas mis son nom, je savais plus qui c'était. Alors, c'est des joueurs, c'est stats de cette saison. Ok. On commence. 33 matchs, 7 buts, 1 passe, 1222 minutes jouées. Non. 7 buts, Talbi, t'as craqué. Enzo. Non, pardon, je n'entends pas. 33 matchs, 7 buts, 1 passe, 1222 minutes jouées. Enzo. Koné, non? C'est pas Mofi? Koné. Ah ouais. Koné a joué 33 matchs. Il est déjà à 7 buts, mine de rien. Mais c'est le joueur qui a été le plus remplacé, je crois. Ou qui a le plus remplacé. Ah, d'accord. Oui, pardon, qui a le plus remplacé, pardon, excuse-moi. On continue. Pareil, une stat qui vous surprendra peut-être. 30 matchs, 1 but, 4 passes et 1655 minutes jouées. 1 but, 4 passes. 1 but, 4 passes, Fèvre? Non, mais c'est le même poste. Enzo? Non. Ponceau. J'ai l'impression qu'il met un but contre... c'est au Moustoir, c'est contre Ajaccio. Il met un but sous les yeux de la Taverne en loge à ce moment-là. Tant qu'on est dans le présomptueux. Ensuite, on a 23 matchs, 2 buts, dont un banger magnifique, ce sera le but de la saison probablement. 1 passe. Lebrise. 1285 minutes, Théo Lebrise.
Il nous en reste 2. Je vais pas garder les scores, vous m'excusez. 31 matchs, 5 buts, 5 passes. 2690 minutes. Il le fait, là. Enzo le fait. 5 buts, 5 passes, c'est une bonne saison pour Enzo, Pierrot? Ouais, c'est pas mal. Non, si, c'est bien. Non, c'est bien. Non, franchement, c'est. Si, arrête. J'ai rien dit, moi, je vous pose la question. C'est correct. C'est bien. 5 buts, c'est bien, moi, je trouve, pour Enzo. 5 passes, ça s'attendre à mieux. Pour un joueur qui est pas attaquant, 5 buts, c'est pas mal. Ah oui, bien sûr. N'y voyez aucune malice dans ma question. C'était une vraie question. Après, s'il avait des coéquipiers qui étaient bons devant lui, surtout en deuxième partie de saison, il y a peut-être moyen d'avoir. Oui, c'est les passes D, ça dépend qui tu les fais, c'est toujours pareil. Vous vous rappelez quand Abergel, à la grande époque de Mofi, on a vu Abergel en interview en disant ouais, j'aimerais bien faire plus de passes décisives. Il fait bon, c'est vrai que Mofi m'en a croqué quelques-uns. Il s'était pas gêné. Alors que, tu vois, s'il avait pu faire toute la saison avec Mofi cette année, il aurait été très content. Et puis, allez, il a l'air, c'est pas difficile. 33 matchs, 0 but, 0 passe, 2970 minutes. Ce n'est pas Bamba Dieng. Laporte. Le Goff 33 matchs, mais il a été blessé 6 mois. Non, je suis con, putain. Oui. Le Goff le Goff. Vincent Le Goff. Ouais, en effet. Vincent Le Goff, 33 matchs, 0 but, 0 passe. Ça ne va pas lui être arrivé souvent dans ces dernières saisons d'avoir été. De ne pas avoir marqué ou pas avoir fait de passe. J'ai souvenir de Le Goff décisif quelques fois par saison. Il faudrait regarder les stats. J'avais fait une infographie là-dessus et je m'en souviens pas. Voilà. Donc je ne pourrais pas te répondre. Et ben nous non plus parce qu'on les regarde pas. Donc voilà qui conclut ce nouvel épisode de La Tavarde. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme promis, on revient très très rapidement sur les réseaux sociaux. Soyez attentifs pour les élections des trophées de fin de saison. On vous rappelle, Tavarne d'or, révélation, flop de la saison, meilleur match et meilleure progression. Pierrot, Raph, merci pour votre participation. Merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Si vous nous regardez sur YouTube, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, vous connaissez le système. Ça nous aiderait beaucoup. On vous remercie d'avance. Si vous nous écoutez sur les plateformes audio, vous mettez des petites étoiles et vous vous abonnez également. Ça nous aide beaucoup. On parlera sponsoring bientôt. On a quelques nouvelles à vous. Je ne sais pas si c'est des nouvelles à vous annoncer. On a un projet à vous annoncer. On en reparlera en fin de saison. La fin de saison, ça va être quoi ? Ça va être les 4 derniers matchs là. Évidemment, le grand Twitch live débrief de fin de saison. On sera en direct pour débriefer toute la saison. On va essayer de vous préparer quelques surprises, des choses comme ça pour ce Twitch. Et puis après, sera place au Mercato, qui nous amènera tranquillement vers la reprise de la Ligue 1 et le Ferry Time numéro 7, je crois. À la clôture du Mercato, qui devrait encore nous promettre de belles surprises. Merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. À bientôt, ciao. Salut. Ciao.